Bien, chers amis, bonjour. Donc, nous allons inaugurer le retour à la normalité de la chaire de métaphysique et de philosophie de la connaissance par ce colloque de 2 journées. Je suis ravie de vous accueillir et enfin de pouvoir parler devant des visages. Alors, je commencerai d'emblée in medias res. La défense de l'autonomie de la métaphysique, écrivait Martial Guéroult, se confond avec celle de l'esprit philosophique. La définition de la philosophie comme ancilla scientiae, poursuivait-il, est tout aussi périlleuse pour elle que la définition de la philosophie comme ancilla theologiae. Dans les deux cas, elle subit un joug étranger. Dans les deux cas, elle vient à la suite. Un intérêt extérieur à elle est la lisière étroite qui limite a priori ses pas. Tout ce qui excède ou déborde dans les différentes doctrines, ce qui semble requis pour le seul progrès scientifique, est a priori frappé par l'ami des sciences d'excommunication majeure, de même qu'est a priori condamné ou dédaigné par l'ami de la religion tout ce qui est étranger au contenu sui generis d'une théologie. Pour l'un, ne compte que le seul Descartes savant ou inventeur de la science, pour l'autre, que le seul Descartes théologien. Mais la science et la théologie épuisent-elles Descartes philosophe? Dans les deux cas, la philosophie reçoit son bien d'ailleurs. Selon l'un, elle le reçoit d'en bas, c'est-à-dire des révélations scientifiques sur l'univers matériel, de la méthode qui les a rendues possibles, de l'intuition qui en est la source. La part d'inspiration subsistant hors de cette sphère n'est que le fruit d'un péché. Selon l'autre, elle le reçoit d'en haut, c'est-à-dire d'une tradition théologique où se sont élaborées des révélations religieuses sur la réalité divine. Dans les deux cas, le mouvement de l'histoire philosophique apparaît comme déterminé a priori. Pour l'un, c'est une décadence sans fin. Depuis la parfaite mise en œuvre par saint Thomas des vérités révélées et de sa parfaite conciliation de la raison et de la foi, pour l'autre, c'est un progrès sans fin vers les lumières de la science à venir. Nouvelle reprise du perpétuel conflit entre deux visions plus que millénaires de l'histoire de la philosophie, par où l'on voit que, sur ce point au moins, celle-ci ne ratifie en fait ni le dogme du progrès, ni celui de la chute. Dans les deux cas, l'intérêt de la philosophie semble bien rapporté à un intérêt intrinsèque, et la philosophie, dans l'affaire, risquerait peut-être de se faire elle-même oublier. Sans doute, ce n'est pas par cet oubli que pêchent en l'espèce les deux protagonistes, mais le risque est assumé, sans crainte, par maints jeunes esprits, pleins d'ardeur philosophique, enflammés par les leçons de leur maître, dont ils ne possèdent point la solide information ni le talent vigoureux et subtil. Retournant contre la philosophie elle-même l'ardeur qu'ils croient lui vouer, les uns se réfugiant dans un réalisme médiéval, se tiennent ainsi commodément à l'écart des vastes mouvements des sciences et de la pensée moderne. Les autres, satisfaisant leur soif de spéculation par la théorie des quanta ou de la relativité générale, s'emplissent d'un mépris sans borne pour les vieilles balançoires de la philosophie. Les systèmes périmés des anciens et des modernes, mépris qui devient inexprimable lorsqu'il s'agit d'Aristote, l'inventeur d'une physique aussi ridicule. On plaide pour saint Thomas, on plaide pour Einstein, mais qui plaidera pour la philosophie? Or, si l'anquilla scientiae doit être défendu dans une sorte d'esprit scientifique et l'ancilla theologiae dans une sorte d'esprit théologique, c'est par la philosophie que doit se défendre la philosophie et métaphysiquement que doit se défendre la métaphysique.
On sait quel est le but de Martial Guéroult dans cette déclaration à l'orée de l'introduction à la philosophie de l'histoire de la philosophie. Montrer, je le cite, que l'autonomie de la philosophie ne peut être affirmée sans que soit du même coup posée la valeur spécifiquement philosophique de l'histoire de la philosophie, et que le problème du rapport entre les deux est à ses yeux un problème capital. Fin de citation. Même si je ne suis pas sûr de le suivre sur ce dernier point notamment, mais cela fera l'objet d'autres travaux, j'ai souhaité commencer ces journées par le rappel de ce passage, non seulement parce que les questions que pose Guéroult sont toujours brûlantes, mais aussi parce que nous allons, durant ces 2 journées, essayer de dégager, souvent contre vents et marées, ce qui est constitutif de la philosophie, ce qui permet de la définir, ainsi que je le crois, à la différence de certains de mes illustres prédécesseurs ici, comme une authentique connaissance, et nous demander si, pour garantir ce statut, le prix à payer, si j'ose dire, ne devrait pas, pour tout arranger, passer par l'admission du fait que cette connaissance non seulement peut, mais doit s'entendre comme une connaissance des essences, et si tel est le cas, par l'examen de ce qu'il faut mettre au juste sous ce terme, s'il implique ou non un essentialisme, et le cas échéant, comment ce dernier doit s'entendre. Ceux d'entre vous qui me font l'amitié de me suivre savent que je réponds positivement à chacune de ces questions et que je défends, notamment en métaphysique, une forme de réalisme dispositionnel qui fait toute sa place à une forme d'essentialisme mince ou étroit que j'ai appelé l'aliquiditisme, que je n'ai pas l'intention d'exposer dans le détail, cela va sans dire, aujourd'hui. Je considère aussi, depuis un certain temps déjà, que la défense de l'entreprise philosophique est bien une entreprise de connaissance, que celle-ci est au demeurant indissociable de la défense de la métaphysique comme connaissance, et c'est pourquoi je me suis employée à montrer comment, en associant notamment métaphysique et philosophie de la connaissance, on pouvait, en s'inscrivant dans le cadre d'une enquête rationnelle aussi légitime qu'indispensable, préciser les méthodes et les critères de validation distinctifs de la dite connaissance métaphysique. Aussi me suis-je assez naturellement retrouvée, du moins au départ, dans la formulation du défi de l'intégration qu'avait proposé Christopher Peacock il y a une vingtaine d'années. S'atteler, je le cite, à la tâche générale consistant à fournir pour un domaine déterminé une métaphysique et une épistémologie simultanément acceptables et montrer qu'elles le sont. Fin de citation. Dit autrement, comment réconcilier une analyse plausible de ce qui est impliqué dans la vérité des propositions d'une certaine sorte et une analyse crédible de la manière dont nous pouvons connaître ces propositions lorsque nous les connaissons. Comme le disait alors Peacock, il se peut que nous ayons une conception claire des moyens par lesquels nous en venons ordinairement à connaître les propositions en question, mais en même temps, il se peut que nous soyons incapables de fournir la moindre explication plausible des conditions de vérité dont pourrait être obtenue par ces moyens la connaissance du fait qu'elles sont satisfaites. Ou bien alors, il se peut que nous ayons une conception claire de ce qui est impliqué dans la vérité des propositions, mais que nous soyons incapables de voir comment nos méthodes réelles de formation de croyance, à propos de ce sur quoi elles portent, peuvent être suffisantes pour connaître leur vérité. Dans certains cas, il se peut que nous n'ayons les idées claires sur aucune des deux choses. La tâche générale consistant à fournir pour un domaine déterminé une métaphysique et une épistémologie simultanément acceptables et à montrer qu'elles le sont, est ce que j'appelle le défi de l'intégration. Fin de citation. Relever ce défi impliquait donc que soit menée de front réflexion métaphysique sur la nature des choses et de leurs propriétés, et réflexion épistémologique
sur la nature et les modalités de leur connaissance. Un enjeu assurément de taille, car échouer à réaliser l'intégration des deux dans un domaine donné fait de façon caractéristique apparaître comme manifestement défectueuses les explications de ce que c'est pour un contenu concernant ce domaine que d'être vrai. Parvenir à le comprendre, ce serait, affirmait Peacock, non seulement disposer d'une clé pour l'épistémologie et la métaphysique du domaine en question, mais ce serait aussi accéder à une partie essentielle de la compréhension que nous avons de nous-mêmes. En d'autres termes, si du moins le rationalisme nous tient à cœur, il nous faut donc réconcilier une analyse plausible de ce qui est impliqué dans la vérité des propositions d'une certaine sorte et une analyse crédible de la manière dont nous pouvons connaître ces propositions lorsque nous les connaissons. Ce que j'avais pour ma part interprété avec le tour métaphysique qui est le mien, comme au fond la question de savoir comment on allait pouvoir réconcilier en quelque façon la philosophie de la nature et la philosophie de l'intellect. Il est assez facile, me direz-vous, de voir pourquoi la connaissance métaphysique, s'il y en a une, peut poser problème, s'il est vrai que ces objets concernent dans une large mesure les entités suprasensibles, hors d'eux, au-delà de l'expérience sensible et du domaine spatio-temporel. En un sens même, comme le dit le platoniste, des entités réelles à proportion de leur inaccessibilité. Mais comme l'avait déjà noté en 1973 Paul Benacerraf, à propos de la connaissance mathématique, en analysant le dilemme auquel se heurte par exemple le platonisme, position souvent spontanément acceptée par les mathématiciens, il concerne de fait toute entreprise cognitive. Et comme l'avait rappelé à son tour Jacques Bouvresse en 2007, à la suite de Peacock, le défi porte plus largement sur la question même de la nature de la connaissance philosophique. À quoi Bouvresse ajoutait que, je le cite, « Si le défi de l'intégration constitue un problème qui a été discuté abondamment dans le cas des mathématiques, il l'a été beaucoup plus rarement dans le cas de la philosophie, et pourtant, je souligne, il y aurait de nombreuses raisons de le poser, puisqu'il pourrait bien y avoir des difficultés particulières pour ceux qui acceptent d'utiliser le concept de vérité à propos de la philosophie, à concilier la métaphysique et l'épistémologie de la vérité philosophique. L'attitude la plus répandue sur ce point semble être de façon particulièrement regrettable celle qui consiste à éviter prudemment le problème. De quelle façon, ajoutait Bouvresse, faut-il se représenter dans le cas de la philosophie la relation qui existe entre la vérité et la possibilité pour nous de la reconnaître? Est-il admissible que la philosophie utilise pour ses propres propositions un concept de vérité qui transcende largement toute possibilité de vérification, ce qui expliquerait que si les philosophes n'ont pas cessé de présenter comme vraies et d'asserter les propositions de l'espèce la plus diverse, on ne peut malheureusement dire d'aucune d'entre elles qu'elle ait été à proprement parler vérifiée dans un sens du mot vérifié qui soit bien entendu approprié à la nature de la philosophie. Ou bien vrai doit-il vouloir dire, dans le cas de la philosophie elle-même, à peu près la même chose que vérifiable ou susceptible d'être affirmé avec de bonnes raisons. Autrement dit, est-il concevable que les propositions philosophiques soient bel et bien vraies ou fausses, mais le soient d'une manière telle que nous ne parviendrons peut-être jamais à savoir ce qu'il en est? Ou bien faut-il rejeter complètement cette idée, ce qui risque de nous placer dans une situation à bien des égards encore plus inconfortable. Si nous considérons une discipline quelconque, ajoutait Bouvresse, qui a une prétention à la connaissance que l'on peut présumer légitime, nous sommes en droit de demander qu'elle dispose à la fois d'un concept compréhensible et acceptable de la vérité en question,
et d'une explication également compréhensible et acceptable de la manière dont la vérité peut être atteinte par les moyens dont nous disposons. S'agissant plus particulièrement de la connaissance philosophique, je cite, « Il faut que le concept de vérité philosophique, tel qu'il est expliqué par ceux qui l'utilisent, ne rende pas impossible à comprendre et complètement mystérieux et invraisemblable, au regard de l'idée que nous nous faisons de ce que peut être la connaissance en général, la manière dont nous pouvons, avec les moyens que nous sommes censés avoir à notre disposition, en venir à connaître la vérité en question. Et inversement, il ne doit pas y avoir une discordance complète ou même un écart trop important entre ce que nous savons des processus par lesquels se forment les croyances et les certitudes philosophiques et l'idée que nous nous faisons du genre de vérité à la connaissance desquelles nous sommes censés avoir réussi à accéder grâce à eux. En d'autres termes, si nous suivons le principe de connaissabilité de Michael Dummett, nous devrions pouvoir dire que si une proposition est vraie, alors il est possible, en principe, de savoir qu'elle est vraie. Cela posé, qu'il faille préciser en quoi la philosophie peut être une authentique entreprise de connaissance est une chose. Mais pourquoi devrait-on l'entendre aussi comme une connaissance des essences ? Il est assez peu contestable, sauf à s'enfermer dans une conception de la philosophie comme philosophia perennis, que la réflexion portant sur la nature, les objets, les prétentions de la philosophie à la connaissance, et sur les relations qu'elle doit ou non entretenir avec son passé comme avec les autres sciences, sciences de la nature, mais aussi sciences humaines et sociales, a connu de considérables variations au cours de son histoire. Depuis une bonne dizaine d'années, se sont considérablement enrichies les recherches menées à partir, certes, du défi de l'intégration, mais pas seulement, sur la nature de la connaissance philosophique, comme sur la connaissance des essences. Cela s'est produit notamment en métaphysique, mais aussi en philosophie de la connaissance, laquelle, on l'oublie encore trop souvent, a permis de considérables avancées dans l'élucidation de la nature même de la connaissance, de ces objets, de ces agents, ouvrant nombre de perspectives fécondes. Et cela s'est renouvelé enfin grâce à ce continent particulièrement en ébullition depuis quelque temps, qu'est l'épistémologie modale. J'ai souhaité saisir l'occasion de notre rencontre pour examiner de plus près, mais de façon nécessairement sélective, certaines des réflexions menées en ce sens, afin de dégager déjà, grâce à nos échanges, quelques perspectives dans ce chantier gigantesque et en plein essor, comme le rappelaient tout récemment encore Don Chao Connell et Thomas Tacko dans le volume de synthèse issu du colloque qui s'était tenu en 2016 à Helsinki, New Frontiers in Ground Essence and Modality. Comme nous allons le voir durant ces 2 journées, nous allons être conduits plus particulièrement à nous interroger sur les relations entre connaissances métaphysiques et connaissances philosophiques, mais aussi sur la nature des essences et sur leur connaissance, sur les liens entre essence et modalité, sur la place que joue pour élucider celle-ci une réflexion sur l'essentialisme et sur les espèces naturelles, sans oublier la manière dont doit se faire l'articulation entre les formes a priori et a posteriori de la connaissance. Mais avant de commencer nos travaux, quelques rappels historiques s'imposent. Si l'on s'en tient en effet à l'histoire récente de la philosophie, la question de la connaissance des essences y a fait l'objet d'une attention aiguë, notamment à partir des années 70, permettant la clarification de maints concepts et problèmes relatifs, par exemple, à l'analyse conceptuelle, à la question de savoir s'il y a lieu de lui préférer désormais une attitude déflationniste, qui est celle, par exemple, de David Papineau, voire de considérer que l'analyse conceptuelle dont nous avions tant appris, moi la première, à la lecture de l'ouvrage paru en 1998 de Frank Jackson, From Metaphysics to Ethics, ne repose même pas sur des concepts, à la question de savoir s'il y a lieu
de continuer, bon, s'il y a lieu aussi, et c'est un point évidemment sur lequel nous allons tout de suite après mon exposé travailler, puisque c'est l'objet même de l'exposé de mon éminent collègue, le professeur Glock, c'est-à-dire s'il y a lieu de préférer aux vieilles lunes de l'analyse conceptuelle, old style, si vous voulez, la nouvelle entreprise révisionniste d'ingénierie conceptuelle, conceptual engineering. Bon. Alors, voilà, parmi les questions, évidemment, auxquelles nous allons nous attacher, il y a celle-là. Dans les questions récentes qui agitent l'histoire de la philosophie contemporaine, il y a aussi, évidemment, la question de savoir s'il y a lieu de continuer à mettre la philosophie du langage en position de philosophie première, s'il faut tenir bon sur l'idée, chère à Dummett, d'une base logique de la métaphysique, ou encore d'une conception foncièrement modale de la philosophie, si encore le problème tel que l'a posé Peacock dans le cadre du défi de l'intégration est vraiment en mesure d'assurer le lien rationnellement satisfaisant que nous recherchons entre métaphysique et ontologie. Question encore relative à la nature de l'a priori, à la place à accorder à l'a posteriori, à la question aussi de savoir s'il est aussi facile qu'on le pense de les opposer, voir les travaux notamment de Albert Casullo et les derniers dialogues entre Tim Williamson et Paul Bogossian. Et bien sûr, à la question qui va surtout nous occuper, mais qui n'est évidemment pas sans rapport avec les autres, de savoir s'il nous faut changer et comment notre regard sur le modalisme, s'il est possible ou souhaitable de réduire l'essence à la modalité, ou s'il faut plutôt, contre Fine, tenir bon sur le modalisme et émettre des doutes sur l'idée même d'une possible épistémologie de l'essence, une fois bien mises en place notamment les formes diverses que peut prendre l'essentialisme et les difficultés qu'il rencontre. Voici très rapidement quelques-unes des interrogations qui vont donc nous occuper durant ces 2 journées auxquelles je vous convie. La question que l'on a évidemment envie de poser d'emblée, bien sûr, est celle de savoir, d'une part, si, notamment en métaphysique, d'autres problèmes majeurs n'ont pas été agités, et d'autre part, comment on peut expliquer un tel engouement depuis quelque temps pour ce retour en force des modalités qui aurait tant plu à celle pour qui j'ai toujours une admiration sans borne, Ruth Barton-Marcus, laquelle se plaignait, je l'entends encore, non sans raison, que l'on ait mis tellement en avant le nom de Kripke, mais pas le sien, dans ce retour, dans cette importance des modalités. Et en particulier, à l'occasion de ce retour, de l'épistémologie modale. À la première question, il est facile de répondre, assurément, les sujets qui ont beaucoup occupé les métaphysiciens ne se sont pas bornés à ceux que je viens de brièvement énumérer. Au cours de la dernière décennie, la question foncièrement aristotélicienne est essentiellement traitée, du reste, dans le cadre de métaphysique néo-aristotélicienne, concernant la nature de l'explication métaphysique, qui se distingue d'une explication causale, et des variétés possibles de dépendance ontologique menées à partir du concept de ground, ont été, à maints égards, au centre des préoccupations. Comment, par exemple, analyser les relations de dépendance et de priorité dont le statut est, semble-t-il, différent à la lumière d'énoncés tels que les ensembles dépendent ontologiquement de leurs membres, l'électricité dépend ontologiquement des électrons, Dieu ne dépend ontologiquement de rien, dont on voit pour certaines d'entre elles qu'elles renvoient à un type de modalité métaphysique plutôt que purement conceptuelle ou logique. Sans doute importe-t-il de distinguer, s'agissant des aspects formels du fondement, fondement partiel et entier, média et immédiat, approche opérationnelle versus relationnelle, ou encore peut-on ramener, en suivant une analyse modale usuelle de l'essence, la dépendance essentielle à une forme de dépendance modale existentielle. Si, comme le pensent des auteurs comme Kit Fine ou le regretté Jonathan Lowe, on ne peut pas analyser l'essence en termes de modalité, je vais y revenir, ne faut-il pas se mettre en quête
en ce cas, d'une analyse au grain plus fin, soit pour en comprendre la nécessité, l'énoncé suivant concernant Socrate et le nombre 2. Étant donné que les nombres existent nécessairement, il est nécessairement le cas que le nombre 2 existe si Socrate existe. Mais on se doute bien que nous n'avons aucune envie de dire que Socrate... Mais on se doute bien que nous n'avons aucune envie de dire que Socrate dépend du nombre 2 ou de la plupart des existants nécessaires qu'on pourrait mettre à la place de 2. Or, c'est ce que propose finalement une analyse modale existentielle qui fait dépendre tout de tout existant nécessaire. Même en essayant de construire la relation de dépendance à partir d'un concept plus rigide, en observant par exemple que s'il est peu contestable que toutes les vérités essentielles sur X sont des vérités nécessaires sur X, il n'en est pas de même de la converse. Toutes les vérités nécessaires sur X sont des vérités essentielles sur X. Ou à partir du concept d'identité ou de dépendance essentielle constitutive, comme l'ont notamment proposé Fine et Lowe, cela suppose aussi que l'on accepte d'interpréter la notion aristotélicienne d'identité à partir de la notion de définition réelle, laquelle a été jugée non sans raison par certains, je pense par exemple aux analyses de Catherine Koslicki, par trop restrictives. Par où vous voyez aussi, au passage, que la question du ground, comme celle qui occupe le métaphysicien de savoir s'il y a des niveaux plus ou moins fondamentaux de réalité qu'il importerait d'hiérarchiser, ne sont évidemment pas sans rapport avec les questions sur lesquelles s'arrête le philosophe qui réfléchit aux modalités en s'intéressant à des aspects plus directement épistémiques, ce qui impose, entre autres choses, de s'entendre sur les liens entre les différentes formes de modalités ou sur celle de savoir si l'enquête à mener en épistémologie modale doit se faire, si tant est que la distinction, comme je l'ai dit, ait un sens, a priori ou a posteriori, ou encore selon que l'on privilégie une forme de rationalisme modal ou plutôt d'empirisme modal, mais nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir. À quoi j'ajouterai bien sûr qu'il ne faut pas, ainsi qu'ironisait Guéroult, trop vite se laisser gagner non plus par certaines ardeurs juvéniles, promptes à ramener tous les problèmes proprement épistémologiques qui occupent les philosophes de la connaissance depuis des lustres à ceux qui relèvent de la seule épistémologie modale. Même s'il faut se féliciter, d'une part, que nombre de métaphysiciens, à l'occasion de ce retour en force des modalistes, semblent enfin se soucier un peu plus, avec une fraîcheur souvent déconcertante, des liens à examiner entre les différents domaines. Si j'osais, je dirais, il était temps. Et d'autre part, que l'examen attentif de l'épistémologie modale en tant que telle a aussi permis de ne pas considérer que celle-ci se réduisait sans autre forme de procès à la seule analyse logique et sémantique, même si l'intentation déflationniste chez certains reste grande. Je ne donnerai pas de nom. Quelques brefs rappels à présent sur les raisons d'être de ce retour en grâce combiné, donc, et des modalités et de l'essentialisme. À bien des égards, ce qui a éveillé les philosophes contemporains à la conscience de la nécessité d'une telle lecture est lié à deux événements majeurs. D'une part, l'importance qu'a prise la remise à l'honneur de la question des essences dans les années 70, et d'autre part, plus récemment, les critiques qui ont été adressées, en particulier par Kit Fine, à l'interprétation de celle-ci par Kripke et Putnam, sur laquelle plusieurs exposés reviendront en détail, consistant à réduire l'essence à une modalité. Ce qui est apparu à la suite de ces péripéties, c'est l'importance peut-être sous-estimée, du moins par des philosophes qui n'étaient pas spontanément portés à la métaphysique, non seulement des modalités en tant que telles, mais parmi les modalités, logique, physique, métaphysique, l'importance de la modalité métaphysique tout court. De toute évidence, c'est le rôle et la manière de concevoir celle-ci
et le passage possible, et en quel sens, entre les différentes modalités qui continuent d'être au centre des discussions. Voir le tout récent article de la formidable philosophe qu'est Penelope Mackie, auteure en 2006 du beau livre How Things Might Have Been, Individuals, Kinds and Essential Properties. Can metaphysical modality be based on essence, tout juste paru dans le recueil dirigé par Mircea Dumitru, Metaphysics, Meaning and Modality, Themes from Kit Fine. Mais avant de rappeler rapidement les jalons décisifs donc, de cette histoire récente, essayons de comprendre au fond pourquoi les modalités peuvent à ce point retenir l'attention non pas seulement du métaphysicien, ni même du seul philosophe, mais au fond de tout un chacun. Comment ne pas voir en effet la centralité d'une notion comme celle de modalité pour le commun des mortels, qui, en règle générale, ne se contente pas de réfléchir à la manière dont sont in actu les choses, mais à la manière dont elles pourraient être, doivent être ou auraient pu ne pas être. Nous faisons bien d'emblée une double expérience. La première, c'est l'impression qui est la nôtre que les choses qui nous entourent auraient pu être autres qu'elles ne sont, que ces plantes, animaux, personnes qui peuplent notre monde auraient pu être là, même si certaines de leurs propriétés avaient été différentes. Nous faisons aussi naturellement l'expérience de la différence entre divers types de modalités, entre le fait, par exemple, que j'aurais pu aujourd'hui ne pas m'habiller en noir, et qu'en revanche, je n'aurais pas pu m'habiller de pied en cap en noir et en rouge, karma, en même temps. Très naturellement, nous raisonnons donc de façon modale, en nous demandant ce qui est possible, impossible, nécessaire, contingent. Et nous distinguons tout aussi naturellement entre ces différentes modalités que je rappellerai brièvement, en commençant par des distinctions apparemment élémentaires entre ce qui est possible ou nécessaire, logiquement, épistémiquement, physiquement et métaphysiquement. Je sais que certains d'entre vous sont tout à fait au fait de ces distinctions, mais pour l'aspect pédagogique de la lecture, je les rappelle. Nous savons qu'on doit dire, en suivant les distinctions proposées par, et très pédagogiquement exprimées par Gender et Hawthorne dans leur volume de 2003, qui est Conceivability and Possibility, que, premièrement, ce qui est épistémiquement possible est ce qui est définissable relativement à un sujet en termes de connaissances ou de données empiriques disponibles. Par exemple, P est épistémiquement possible pour S si et seulement si S ne sait pas que l'on P, ou encore si et seulement si P est consistant métaphysiquement comme possible avec tout ce que c'est S. En ce sens, ce qui est concevable ne suffit pas à garantir ce qui est épistémologiquement possible. Par exemple, si je sais que le chat est sur le tapis, alors il n'est pas épistémiquement possible de dire qu'il ne l'est pas, même si je puis parfaitement concevoir une situation dans laquelle le chat n'est pas sur le tapis. On dira que P est logiquement possible au seul cas où on ne peut trouver de contradiction en P en utilisant les lois standards de la logique. On dira que P est nomologiquement possible relativement à un certain ensemble de nomos si et seulement si P est consistant avec l'ensemble des vérités exprimées par ces lois. Par exemple, P est physiquement possible si et seulement si P est comme possible avec les lois de la physique, biologiquement possible si et seulement si P est comme possible avec les lois de la biologie, etc. On dira qu'est métaphysiquement possible ce qui peut être pris de façon absolue au sens où la possibilité métaphysique fait intervenir des conceptions plus fondamentales relevant de la manière dont les choses auraient pu être, notamment du fait, par exemple, que Dieu aurait pu vouloir qu'elles fussent autrement. En ce sens, on a tendance à opposer ce qui est réel et ce qui est possible. P est réel si et seulement si P est dans le monde réel, et P est métaphysiquement possible si et seulement si P est dans quelque monde possible. Mais comme l'histoire récente l'a abondamment montré, cette caractérisation elle-même est problématique. En tout cas, pour résumer les choses, disons pour le moment qu'en fonction de ces définitions, nous pouvons dire
qu'il n'est possible en aucun des sens mentionnés que quelque chose soit rouge et non rouge, qu'il est logiquement mais pas métaphysiquement possible que quelque chose soit rouge et non étendu, qu'il est métaphysiquement mais pas physiquement possible que quelque chose voyage plus vite que la vitesse de la lumière, et qu'il est possible, dans les trois sens que je viens d'indiquer, que quelque chose voyage plus vite que la navette spatiale. Mais les choses sont en fait, comme vous le savez, un peu plus complexes. D'abord, on a tendance à distinguer plusieurs niveaux dans ce qui est logiquement possible ou nécessaire. Nous dirons qu'est logiquement possible ou logiquement nécessaire, possible ou logiquement nécessaire au sens strict, ce qui est vrai en vertu des seules lois de la logique, notamment en vertu de la loi de non-contradiction. Pour toute proposition P, il n'est pas possible à la fois que P et que non P. On dira qu'est logiquement nécessaire au sens étroit, ce qui est vrai en vertu des lois de la logique et aussi des définitions de certains termes non logiques. Mais on dira aussi qu'est logiquement possible ou nécessaire au sens large, ce qui est vrai dans tout monde logiquement possible, c'est-à-dire dans tout monde possible, et c'est ce qui explique ici que certains auteurs aient tendance à considérer que ce qui est logiquement nécessaire est en fait coextensif à ce qui est métaphysiquement nécessaire. Un candidat bien connu depuis Kripke et Putnam est le fameux l'eau est H2O ou Hesperus et Phosphorus. On peut objecter cette proposition ne peut pas être vraie dans tous les mondes logiquement possibles, mais aussi circonvenir la difficulté en disant par exemple que ce n'est pas en vertu des seules lois de la logique associées à des concepts ou des définitions de l'eau et de H2O que l'eau est H2O est logiquement nécessaire, mais en vertu de la nature de l'eau dont nous connaissons désormais la composition. On comprend pourquoi certains considèrent que la nécessité logique tend à ne devenir qu'un autre nom pour la nécessité métaphysique. Mais vous voyez, cela suppose qu'on ait accepté un certain nombre de modifications en route, dans la manière aussi dont nous tendions à associer d'un côté, a priori, analytique, nécessaire, de l'autre, a posteriori, contingent et synthétique. Depuis Kant, nous savons que certains jugements peuvent être synthétiques a priori. Depuis Quine, que la distinction tranchée entre l'analytique et le synthétique est à revoir, et depuis Kripke, qu'il peut y avoir des vérités nécessaires a posteriori. L'eau est H2O et des vérités contingentes a priori. Mais il n'est pas anodin de constater qu'en fonction de la position, n'est-ce pas, que l'on prend à ce sujet, on aura plus ou moins tendance à gommer la différence entre le logique et le métaphysique, et sans doute n'est-ce pas forcément quelque chose qui va de soi, aussi certains insistent-ils sur le fait que est nécessaire métaphysiquement ce qu'il est au seul sens de la nécessité primitive ou absolue, c'est-à-dire au sens où il n'y a pas de monde logiquement possible dans lequel non P est vrai. De ce point de vue, il est crucial de voir que dire que non P est conceptuellement possible n'est pas équivalent au fait de dire que non P est vrai dans quelque monde logiquement possible. Bien, l'exposé de ces différentes modalités permet peut-être déjà de comprendre pourquoi, parmi ces dernières, les énoncés modaux métaphysiques occupent pour le philosophe un rang privilégié. On sait à quel point ils sont présents dans certains arguments qu'on retrouve dans l'histoire, prouver l'existence de Dieu, que le monde extérieur est nécessairement le fruit de notre perception, pour montrer pourquoi le dualisme de l'âme et du corps est une position qui tient la route, etc. Bien. Mais à cette naturalité de l'expérience que nous faisons de la modalité, j'ajouterai en deuxième lieu qu'est tout aussi naturelle l'expérience que nous faisons du fait que les propriétés qui s'attachent à ces choses ou êtres qui nous entourent ne sont pas toutes essentielles au fait pour elles ou eux d'être là. Et dans le prolongement de cette expérience, celle tout aussi naturelle aussi que nous cherchons à déterminer ce qui, dans ces individus, leur est essentiel relativement à ce qui ne l'est pas ou à ce qui leur est accidentel, ce que nous sommes précisément souvent bien en peine de faire. C'est un point sur lequel
on ne saurait trop insister car il intervient justement dans nombre d'analyses qui essaient de s'appuyer sur l'idée d'une possible connaissance des essences et dont on voit bien que face aux difficultés rencontrées, elles finissent par préférer adopter une approche hybride ou à tout le moins modérée, en s'appuyant notamment sur une notion de ressemblance. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler demain à l'occasion de l'exposé notamment de Sonia Roca-Royce. Assurément, il semble plus essentiel pour cette personne en face de moi qu'elle appartienne à l'espèce humaine et plus accidentelle qu'elle ait les cheveux blonds. De même, j'ai un peu de mal, ne fût-ce qu'à concevoir, que ma substance puisse subitement se muer en œuf poché. Et je crois spontanément avoir plus de traits en commun avec l'un ou l'autre d'entre vous que je n'en ai avec un âne, encore que, ou un chou-fleur, mais après tout, qu'en sais-je? À première vue, il semble bien y avoir dans la réalité qui nous entoure, donc, des articulations plus naturelles que d'autres. Nous faisons l'expérience immédiate de cette merveille qu'est la biodiversité, ainsi que des regroupements entre les espèces. Un caniche nous paraît tout de suite plus proche d'un phoque terrier que de n'importe quel chat. Mais nous avons aussi appris à nous méfier de nos premières impressions et de notre imagination qui peuvent nous faire valser sans coup férir du côté des illusions et des préjugés. L'essentialisme a, dès lors, souvent, pour cette raison même, mauvaise presse. Dans le meilleur des cas, quand on ne le rejette pas tout bonnement le terme pour des raisons idéologiques, on l'associe aussi le plus souvent à Aristote et au fond à cette époque révolue où la métaphysique était la reine des sciences et où d'aucuns se figuraient qu'en donnant la définition, disait-il, essentielle de la pierre, c'est-à-dire en exhibant sa cause tant formelle que finale, la nature d'une chose étant sa fin, mon Dieu, l'on saurait d'entrée de jeu pourquoi la pierre tombait, c'est bien sûr, assurait-on, parce qu'elle voulait rejoindre son lieu naturel, qui est la terre. Parmi les discussions qui ont beaucoup occupé les philosophes dans les années 90, qui ont toutes eu à interroger les modalités, pas seulement en métaphysique, mais aussi en philosophie de l'esprit, deux réflexions majeures ont porté, pour l'une sur la question de savoir quel statut on peut accorder à la modalité du possible, dès lors notamment que l'on définissait la métaphysique comme portant sur lui, et pour l'autre, si l'on pouvait aussi aisément que certains avaient pu le penser dans l'histoire, je pense évidemment à Descartes, passer sans coup férir du concevable au possible. Je passerai sur ce point que j'ai longuement étudié ailleurs et pour gagner un peu de temps. Mais vous voyez que la leçon, justement, cartésienne et leibnizienne combinée est importante. J'avais insisté notamment dans mon chapitre sur la manière de contourner les illusions modales dans le ciment des choses, parce qu'il nous permet de comprendre pourquoi nous n'avons pas de garantie de la valeur objective de nos intuitions modales, sauf en ce qui concerne le possible. Le principe de la véracité divine, par exemple, on le voit, ne s'applique pas à elle, ce que j'aperçois clairement et distinctement, dit Descartes, être vrai est vrai. Mais ce que j'aperçois clairement et distinctement, être nécessaire ou impossible, ne l'est pas forcément en soi. Bon. Vous le voyez, selon la conception que l'on a du possible, on considérera plus ou moins aisément que ce qui est concevable, du moins entendu au sens non pas de quelque chose qui relève de l'imagination mais du seul entendement, est un guide sûr ou non de ce qui est possible. Et ce n'est pas un hasard, évidemment, si des auteurs comme David Chalmers ou encore Stephen Yablo, même si c'est par des arguments différents de Chalmers, conçoivent, pour Chalmers en bon cartésien qu'il est, la concevabilité comme un guide fiable de la possibilité et défend à son tour le dualisme. Bon, une autre révolution importante s'est produite dans le domaine des modalités, concernant cette fois la différence introduite par le fait que l'on puisse envisager l'existence de nécessité a posteriori et de contingence a priori, mais je passerai pour la rapidité de l'exposé ce point. Comme je l'ai dit,
Ces développements se sont aussi produits dans le temps où l'on assistait parallèlement à une certaine renaissance dans les années 70 de l'essentialisme. Mais pourquoi? Au cours des 2 premiers tiers du siècle passé, force est de constater que la crainte, ou plutôt le mépris à l'endroit de l'essentialisme, avait régné en maître, tant, avouons-le, chez les scientifiques que chez les philosophes, du moins chez ceux qui étaient encore sous l'emprise de l'attitude antimétaphysique dominante qui allait de pair avec le tournant linguistique et l'héritage de l'empirisme logique, hostile à la métaphysique. Mais avait-il tort? Souvenons-nous des recommandations de Locke. Si nous voulons parler des sens, soit, mais à condition de n'y voir que des définitions nominales des choses, et de ne surtout pas y chercher l'ambition qui animait en revanche à Leibniz, la connaissance ou la définition réelle des dites choses, qui par ailleurs rêverait encore aujourd'hui d'essence, si par là on entend des entités mystérieuses, anhistoriques, fixées de toute éternité. L'essentialisme n'a-t-il pas été réfuté une fois pour toutes par des découvertes scientifiques telles que le darwinisme? La réalité n'est-elle pas soumise de part en part aux lois de l'évolution? Tel est le consensus anti-essentialiste qui a régné jusqu'à une date encore récente, alors que le mouvement s'est plutôt inversé aujourd'hui, comme je l'avais montré dans mon cours consacré à la métaphysique des espèces naturelles, y compris chez les philosophes de la biologie. Plus généralement, d'un point de vue purement ontologique, on a longtemps pensé que Quine, finalement, avait raison d'être sceptique quant à la possibilité d'expliquer comment et pourquoi un objet a de telles propriétés essentiellement et telles autres accidentellement, et d'en conclure que nous n'avions besoin de rien d'autre que d'une explication naturelle de ce pourquoi nous attribuons certaines propriétés modales d'errer à certains objets. Dans les années 60, Quine aura eu le mérite de donner une formulation claire et raisonnée de ses craintes. Et qu'il avait exprimé, vous vous souvenez, en disant que la distinction dans l'absolu entre propriétés accidentelles et essentielles était proprement indue, invidious. Bon. L'essentialisme profond, pour reprendre une caractérisation de Laurie Paul, aura beau rétorquer que c'est là rester sourd à un point crucial et confondre le fait qu'il n'y aurait rien qui détermine les propriétés modales d'errer d'un objet et le fait justement en cause, à savoir que ce qui les détermine est ontologiquement fondamental et comme tel primitif et inanalysable, un partisan de Quine aura tout de suite une parade entendue, mais prouvez-moi alors, et sur la base d'une ontologie correcte, qu'il n'existe aucune réduction acceptable de la manière dont les objets acquièrent leurs propriétés modales d'errer. On connaît la réponse de Quine, de telles réductions existent et elles sont acceptables. Il suffit de procéder aux descriptions et évaluations correctes des objets, ce que permettent tant la logique et la sémantique que la science. Pourtant, et en dépit de l'influence de Quine, et influence qu'il continue d'exercer, une telle approche n'a pas suscité que des ralliements. Les années 70 se sont caractérisées en philosophie par un regain d'intérêt à la fois pour la métaphysique et pour un certain essentialisme, en particulier sous les formes qu'il a revêtues chez Kripke et Putnam, qui n'étaient plus aussi étroitement associés à la vision substantialiste que Quine avait à l'esprit lorsqu'il s'en prenait à l'essentialisme. Depuis, les discussions vont bon train, en raison notamment des attaques de certains, dont Kit Fine, il y a une vingtaine d'années, contre la conception foncièrement modale de l'essence, dont Kripke et Putnam se réclament, mais pas seulement. On voit ressurgir de nouvelles formes d'essentialisme qui prennent des formes lockéennes ou plus nettement aristotéliciennes. Mais d'autres formes encore se développent, comme l'essentialisme scientifique que défend par exemple Brian Ellis, ou encore sous la forme que propose Alexander Bird, qui étend son essentialisme aux espèces naturelles, ou celui que j'essaie de mon côté de défendre dans le cadre plus général d'un réalisme dispositionnel. Je voudrais, pour conclure cette introduction à nos journées et lancer les discussions, brièvement préciser plusieurs choses. Premièrement, vous l'aurez compris,
Le défi que j'ai évoqué pour commencer et qui se pose à ceux qui souhaitent proposer des critères permettant de garantir à la philosophie le statut de connaissance ne relève pas seulement de l'épistémologie modale. Il faudra s'en souvenir, à supposer que celle-ci ne soit pas suffisante pour garantir à la philosophie ce statut. Cela ne signifie donc pas qu'il faille d'entrée de jeu sombrer dans le scepticisme, même si pour beaucoup la tentation, je l'observe, est forte. Deuxièmement, il est entendu que si l'on s'en tient aux analyses centrées autour de l'épistémologie modale, elles cherchent toutes à clarifier deux questions. Comment parvenir à connaître ou à être justifié à croire ce qui est nécessaire, possible, contingent, essentiel et accidentel? Comme l'ont formulé récemment Vaidia et Wallner, on peut distinguer deux niveaux dans cette question générale. La question de l'accès, comment accédons-nous au domaine modal, et la question de la navigation, comment faut-il s'y prendre pour naviguer d'une espèce de modalité à une autre. La question de l'accès concerne la manière dont nous parvenons au départ à un accès épistémique aux propositions modales. Celle de la navigation présuppose que nous disposons bien d'une certaine connaissance modale, mais qu'il nous faut déterminer comment nous pouvons passer d'une modalité à l'autre, par exemple de la modalité conceptuelle à la modalité métaphysique. Je n'entre pas plus avant dans d'autres distinctions qui s'imposent et sur lesquelles nous reviendrons sûrement. Troisième remarque. Ce qui va principalement nous occuper durant ces journées concerne les approches menées en épistémologie modale à partir de la notion d'essence. Mais, d'une part, on sait bien que ce ne sont pas les seuls. J'ai déjà évoqué l'approche de Chalmers ou celle de Diablo, et les raisons pour lesquelles aussi je suis assez réservé sur les solutions proposées. Mais parmi celles qui ont connu des développements récents très féconds, il faut bien sûr évoquer l'approche contrefactuelle de Timothy Williamson et celle de Christopher Peacock. Vous noterez au passage que ces épistémologies qui reposent sur différentes ressources de l'imagination ne se rangent pas nécessairement du côté du rationalisme modal, elles sont même souvent proches de l'empirisme modal. Pour Williamson, la connaissance de la modalité métaphysique est un cas particulier de la connaissance de conditionnel contrefactuel et en quelque sorte le produit de l'imagination, de notre capacité cognitive ordinaire, en quelque sorte, à imaginer, que l'on voit s'exercer de façon paradigmatique dans la façon dont nous pensons en termes contrefactuels. Une capacité à laquelle nous pouvons nous fier, puisqu'elle est sous-tendue par une grande quantité de connaissances d'arrière-plan, des opérations de la nature. Mais on voit bien qu'il s'agit d'une connaissance fiable en ce qu'elle implique une saisie, mais comment? De faits dits constitutifs, lesquels incluent des faits et des principes essentialistes, tels que le principe kripkéen de la nécessité des origines, selon lequel les origines matérielles d'une entité lui sont essentielles. Quant à Peacock, que j'ai brièvement évoqué, pour commencer, il élabore son analyse de la connaissance modale en faisant appel, pour répondre au défi de l'intégration, à la compréhension et à la connaissance tacite qui est la nôtre de certains principes modaux, compte tenu du fait que nous ne pouvons avoir de connexion qu'avec des faits et des principes modaux, tels que les présentent notamment les modèles possibilistes. Peacock adopte un rationalisme modéré et cherche donc à expliquer les cas de connaissance a priori en faisant appel à la nature des concepts qui figurent dans les contenus que nous connaissons a priori, ce qui, comme lui en fait le reproche Sonia Roca-Royce, cela revient bien à faire appel à un principe de possibilité qui inclut les principes concernant les règles d'usage des concepts, ainsi qu'à des principes constitutifs ou essentialistes qui régissent la compréhension et l'évaluation du discours modal, dont on est bien obligé de présupposer que, comme le principe de nécessité, ils font l'objet d'une connaissance tacite. Quatrième remarque, assurément, l'une des raisons du retour en grâce de l'essentialisme dans l'épistémologie des modalités est liée aux critiques et à l'insatisfaction provoquée par les réponses, précisément en termes de compréhension, de concevabilité ou de raisonnement contrefactuel que je viens d'évoquer. Une analyse comme celle de Peacock, qui repose sur la compréhension, par exemple,
intègre naturellement, du reste, une composante essentialiste, puisqu'elle identifie les principes constitutifs de la connaissance morale à des principes essentialistes. Quant aux théories de la concevabilité de Chalmers ou de Diablo, ou l'approche contrefactuelle de Williamson, elles ne parviennent pas non plus à donner une analyse adéquate du rôle des essences dans l'acquisition de la connaissance modale. Cinquième et dernière remarque. Si l'on veut que les analyses menées à partir de l'essence aient une chance d'aboutir, alors on doit pouvoir s'assurer au moins des points suivants. Comment parvenons-nous, pour commencer, à une connaissance des essences? Comment se fait la transition de la connaissance essentialiste à la connaissance modale? Plus précisément, est-il certain que la question de savoir si oui ou non une propriété est essentielle à un objet ne dépend pas nécessairement de la manière dont on y fait référence? On sait par exemple que la critique menée par certains, je pense à Laporte qu'évoquera Alexandre Declos cet après-midi, de l'essentialisme biologique, n'est pas indifférent à cette lecture. Si nous voulons répondre aux deux aspects métaphysiques et épistémologiques du défi lancé par l'essentialisme, nous devons être à même de répondre par exemple à certaines questions comme qu'est-ce qu'une essence? Est-ce la somme des propriétés essentielles d'une entité donnée ou d'une espèce? Faut-il distinguer entre essentialisme profond et essentialisme minimal ou étroit? La connaissance des essences est-elle liée à la connaissance de la nécessité des dictaux ou des rés, ou les deux à la fois? Est-ce que toutes les entités ont la même sorte d'essence? Est-ce que les espèces sociales, par exemple, ont le même type d'essence que les espèces naturelles ou encore mathématiques? S'agissant des questions touchant davantage à la question du passage d'une modalité à une autre, à quel type de faculté vaut-il mieux se fier? À l'imagination, à l'intuition, à une forme d'inférence déductive, à une démarche s'appuyant éventuellement sur une forme de perception du contenu, une perception naturelle des certaines affordances que présente le réel? Peut-on se fier à l'analyse de l'essence en termes de définition réelle, ou ne faut-il pas y voir plutôt, comme le suggère Pénélope Mackie, une sorte de lapin modal sorti tout droit d'un chapeau non modal? On voit bien, par exemple, par où pêche une analyse que celle que propose notamment à la suite de Fine E.G. Lowe, qui caractérise l'essence de X comme la définition réelle de X. Selon Lowe, nous connaissons l'essence de X simplement en comprenant ce qu'est X, c'est-à-dire en produisant sa définition réelle. Mais d'une part, comme l'a noté l'élève de Lowe lui-même, Thomas Tacko, Lowe n'élabore pas sa notion de compréhension et avance un argument transcendantal pour soutenir que nous avons bien une connaissance des essences, moyennant quoi savoir ce que sont les choses est censé nous permettre de saisir la connaissance des propriétés sans lesquelles l'objet en question ne serait pas la chose qu'il est. Faut-il plutôt alors, comme le pensent des auteurs comme Bob Hale, considérer que c'est la connaissance de la signification ou de la compétence conceptuelle qui permet de contribuer efficacement à la connaissance de l'essence? Mais alors comment? En nous penchant sur nos pratiques conceptuelles et linguistiques? Comment ici encore éviter de recourir à une connaissance implicite de l'essence, ce dont on a vu aussi qu'elle était présente dans les solutions envisagées par des philosophes comme Peacock, et donc sans éviter une forme de circularité. Pour ma part, je ne suis pas sûre, et ce seront mes dernières remarques, que la plupart des approches proposées aujourd'hui en termes d'essence soient à même d'apporter les critères recherchés. Aussi voudrais-je, sans entrer naturellement dans l'exposé de ma propre position, suggérer très vite quelques pistes qu'il faudrait, à mon sens, davantage creuser si l'on veut pouvoir y parvenir. En premier lieu, bien s'assurer que l'on a procédé à quelques clarifications conceptuelles indispensables. Par exemple, faire la différence entre les propriétés qui nous sont nécessairement attachées et celles que l'on a en vertu de notre identité, et donc en raison du fait que l'on est par sa nature même la source et qu'elles nous sont proprement constitutives ou consubstantielles. Il est évident que, selon la définition retenue, les problèmes seront distincts. Alors, je crois qu'en deuxième lieu, et c'est une conséquence de ce premier point, il est fondamental de distinguer la question de l'essence et la question de la nécessité, sous peine de s'interdire de répondre aux défis lancés par l'essentialisme. Autrement dit,
il faut absolument distinguer F est une propriété nécessaire de A si et seulement si A à F dans tous les mondes possibles qui incluent A, et 2. F est une propriété essentielle de A si et seulement si le fait d'être F est constitutif de l'identité de A. En troisième lieu, sans doute, ce pourquoi évidemment je donne tout à fait mon accord à la position de Fine par rapport à la position modale. En troisième lieu, sans doute est-il capital, encore plus aujourd'hui où l'analyse conceptuelle est l'objet d'attaques de tous bords, de voir si et comment il faut s'embarquer dans une stratégie de révision. Mais j'ai toujours pensé que l'analyse conceptuelle n'était qu'une étape dans la démarche, nous permettant de parvenir à une authentique connaissance métaphysique, et donc, évidemment, aussi philosophique. Comme David Armstrong n'a cessé de le rappeler, il faut aussi, et cela vaut pour celui qui réfléchit en termes de connaissance des essences, s'occuper de la posteriori. Et dans cette perspective, veiller à s'informer aussi de ce qui se dit du côté des sciences elles-mêmes. Si l'on veut pouvoir montrer que la philosophie repose bel et bien sur des principes philosophiques objectifs et distincts, il faut montrer pourquoi et notamment en quoi il se distingue des principes scientifiques sans pour cela perdre un pouce de terrain du côté de l'objectivité. Il me semble que c'était en partie ce que rappelait le message de Guéroult par lequel j'ai commencé. En quatrième lieu, même si on peut critiquer la formulation par Peacock du défi de l'intégration pour des raisons sur lesquelles je suis rapidement revenu, il serait à mon sens dévastateur de perdre de vue l'un des points qu'il mettait en avant et sur lequel insistait aussi Benacerraf à propos du dilemme que devait affronter ceux qui étaient désireux de donner corps à l'idée d'une possible connaissance mathématique. Comment sous-estimer l'externalisme nécessaire à toute connaissance et donc l'importance de l'accès causal aux choses? Comment se fait celui-ci? Pour ma part, je considère que, sauf à sombrer dans le scepticisme ou dans une humilité kantienne ou ramséienne, si chère aux protagonistes du plan de Canberra, on doit pouvoir y répondre. Ce qui ne peut se faire en parvenant donc à ce que j'appelle une humilité raisonnée, qu'à condition de tenir beaucoup plus compte des pouvoirs causaux ou dispositionnels de certaines propriétés et de ne pas s'en tenir, comme la plupart des réflexions qui se font encore aujourd'hui, notamment dans l'épistémologie modale, à privilégier une approche néo-aristotélicienne ou substantialiste de l'essence. Car de fait, contrairement à ce que laisse parfois penser mon maître Jacques Bouvresse, on ne peut pas espérer défendre l'idée d'une connaissance philosophique si l'on ne tranche pas la question de savoir si, oui ou non, celle-ci doit s'inscrire dans une démarche qui permettra d'établir la vérité de ce que l'on dit. Évoquant le problème que mettait en évidence le défi de l'intégration, Bouvresse ajoutait, après avoir évoqué, ce n'est sans doute pas un hasard, l'antiréaliste Dummett, si du moins nous suivons le principe de connaissabilité de domaine, nous devrions pouvoir dire que si une proposition est vraie, alors il est possible en principe de savoir qu'elle l'est. Or, ajoutait Bouvresse, il est probable qu'en réalité, nous n'avons les idées tout à fait claires, ni sur le sens auquel il peut être question de vérité dans le cas d'une discipline comme la philosophie, ni sur les moyens de connaissance dont nous disposons pour accéder à une vérité de cette sorte. Pour ma part, je tiens l'examen de la question de la vérité comme non négociable, a fortiori en nos temps agités, et je crois de surcroît que l'on peut parvenir à y apporter des réponses satisfaisantes. Enfin, et c'est par là que je voudrais terminer, vous savez la place que tient dans ma propre démarche en métaphysique l'analyse scottiste des modalités. Car comme j'aime à le rappeler, c'est à Duns Scott que l'on doit la possibilité de la métaphysique comme science et la conscience aussi de l'importance de la métaphysique comme science de la possibilité. Si la métaphysique peut se rendre autonome par rapport aux autres sciences, c'est parce qu'elle a pour objet propre un ens commune, lequel n'est réductible ni à l'acuité de la chose sensible, ni à la pure et simple prédicabilité logique. Au-delà de l'opposition de l'être et du possible, ce dont il faut d'abord s'assurer, c'est du réel possible, c'est-à-dire de la réalité même de l'être possible des choses qui existent. Aussi, la rigueur scientifique exige-t-elle qu'on parte du possible,
car il est seul en mesure de couvrir le domaine de l'existant contingent, comme celui du nécessaire ou de la quiddité métaphysique. Toutefois, s'il n'est d'autre moyen que de suivre la méthode qui consiste à raisonner par le possible, Duns Scott n'entendait pas non plus réduire le premier principe par analyse en une conception développée de l'essence. Au contraire, ce qu'il cherchait à faire, c'est à découvrir la structure interne du réel possible, de manière à induire le premier du second. Procéder ainsi par exploration du possible logique n'est donc pas pour lui pure et simple précaution méthodologique, car toute impossibilité logique est en fait le signe d'une impossibilité réelle. C'est pourquoi on a toujours intérêt à se méfier, comme de la peste, du modalisme. Comme je l'ai dit, selon la conception que l'on a du possible, on considérera plus ou moins aisément que ce qui est concevable, du moins entendu au sens non pas de quelque chose qui relève de l'imagination et du seul entendement, est un guide sûr ou non de ce qui est possible. Mais pareillement, et même s'ils ne sont jamais étrangers l'un à l'autre, le possible logique ne saurait se confondre avec le possible réel, sans quoi nos concepts ne seraient que de purs mots dénués de tout contenu objectif. Aussi l'enquête a posteriori s'impose-t-elle, et plus encore si l'on fait aussi le pari réaliste de l'explication abductive plus que de la description et du simple test par essai et erreur, et si l'on pense, dans les limites imposées par le rationalisme, qu'il n'est pas illégitime d'admettre que certaines modalités, sous la forme de possibilité ou de nécessité, dispositions et lois, sont bel et bien à l'œuvre et constituent des principes réels dans la nature. En termes contemporains, cela veut donc dire que ni la science ni la logique ne peuvent avoir le dernier mot, et je rejoins évidemment ici Guéroult, sur les questions métaphysiques ou philosophiques. Mais de même, toutes doivent se conduire et se construire ensemble et tâcher toujours d'avancer d'un même pas, tant il est vrai, comme l'avait si bien vu Leibniz, que, je le cite, « l'essence dans le fond n'est autre chose que la possibilité de ce qu'on propose ». Fin de citation, mais trêve de vieille balançoire.